Désignation de l'informateur à la lumière de la Constitution, surtout en son article 78. Le sujet sur la table de ce spécial, ça fait débat, seulement deux invités. Professeur Jean-Claude Chilumbaï, politologue et juriste. Bienvenue. Merci. Alors, on peut parler de heureuse année 2021. Bonne année. C'est le tout premier numéro depuis que l'année est nouvelle. Bonne année, toutes les bonnes choses à vous, à tous ceux qui vous entourent, à la famille et à mon honorable contradicteur. Bonne année. Merci, professeur Chilumbaï. André Aindo est avec nous, c'est lui qui est à ma gauche, juriste. Bienvenue et bonne année. Merci beaucoup, monsieur Fadien. Merveilleux à vous également et à toute l'équipe Téléséquence. Merci beaucoup. Et voilà, bonne année à vous qui nous avez donné tout de votre temps durant l'année 2020. Et c'est donc le début d'une nouvelle année avec de nouvelles choses. Nous le croyons et c'est notre vœu le plus ardent. Le président de la République, je lis l'article 78 de la Constitution. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission a été confiée à Bati Lukwebo, le président du regroupement politique AFDCA. Là, il est plutôt l'autorité morale, le sénateur Bati Lukwebo. La mission d'information est de 30 jours renouvelables. Une seule fois, le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. Nous avons donc lu l'article 78 de la Constitution. La désignation a été donc faite et tout le monde a eu l'information. C'était entre chien et loup de 2 années, 2020 et 2021. On dirait bien à la veille de l'année 2021. Bati Lukwebo, modeste sénateur, et donc c'est lui qui s'est vu confier cette mission par le chef de l'État. À la lumière de la Constitution, est-ce que, comme le disent certains juristes, cette décision énerve-t-elle la Constitution? C'est la première question que nous vous posons. André Aindo. Voilà. À la question de savoir est-ce que la désignation du sénateur Bati Lukwebo respecte la Constitution ou pas, je pense que l'opinion doit comprendre certaines choses. Nous sommes juristes et scientifiques et nous avons le devoir d'éclairer notre peuple et aussi aider les décideurs à prendre les bonnes décisions. Vous veniez de lire l'article 78 qui parle de la procédure à suivre et les conditions dans lesquelles la désignation d'un informateur doit se faire. La question que tout le monde doit se poser, ou que nous nous posons, c'est celle de savoir quand est-ce qu'on désigne un informateur. Et on désigne un informateur pour quelle finalité? Eh bien, par rapport à toutes ces interrogations, la Constitution de la République est très claire. La désignation de l'informateur s'est faite au début de la législature. Donc, après l'organisation des élections, le président de la République doit avoir un gouvernement qui va devoir travailler avec lui. Parce que vous savez avec moi que l'exécutif congolais est bicéphale. C'est-à-dire, en dehors du président de la République, il y a aussi un gouvernement qui est dirigé par le Premier ministre. Ce qui fait qu'après l'organisation des élections, lorsque nous avons un président, nous devons impérativement avoir un Premier ministre qui doit travailler en étroite collaboration avec le président. Mais quand est-ce que ce Premier ministre doit être désigné?
eh bien, ce Premier ministre est désigné au sein de la majorité parlementaire. C'est ce que dit l'article 78. Alors, dans l'hypothèse... Ce n'est pas la première procédure pendant que FCCK était en coalition. Est-ce qu'on ne peut pas passer cette étape? Non, ce n'est pas... L'FCCK, le pays n'est pas géré par l'accord FCCK. Le pays est géré par une constitution qui existe. Comprenez? Et nous devons suivre les règles telles qu'établies par la constitution. La constitution dit que le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire. Et lorsque cette majorité n'existe pas, eh bien, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier cette majorité. Alors, à la sortie des élections de 2018, nous avons constaté, tout le monde, que cette majorité existait déjà. Et pour preuve, j'ai les différentes déclarations des regroupements politiques, y compris de l'IDPS, déclarant au début de la législature leur appartenance à la majorité ou à l'opposition. Et toutes ces déclarations ont été entérinées par la Cour constitutionnelle. C'est étonnant qu'on vienne nous dire encore aujourd'hui qu'une telle majorité n'existe pas. Et d'ailleurs, lorsque le président de la République avait nommé un informateur, j'avais suivi monsieur le professeur que je respecte beaucoup, quand le groupe de Fayoulou et consorts disait que c'est une nomination qui violerait la Constitution, sous prétexte que selon eux à l'époque, il fallait d'abord commencer par désigner un informateur. Monsieur le professeur qui est en face de moi, je pense que Télé 50 a des archives, il peut peut-être le balancer, a soutenu qu'il y a déjà une majorité qui existe et que face à cette majorité, le président de la République ne pouvait plus désigner un informateur. Donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est inconcevable de désigner un informateur pour identifier la majorité qui, du reste, existe déjà. Est-ce que les choses sont les mêmes depuis la fin de la coalition FCCK? Les choses... La question n'est pas celle de savoir si les choses sont les mêmes ou pas. Moi, je me suis présenté ici comme juriste et avocat. Sont restés les mêmes au niveau du Parlement, surtout l'Assemblée nationale, après la rupture FCCK? Tous les regroupements politiques ont fait leur déclaration d'appartenance et cette déclaration, selon la Constitution et même les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, s'est fait une fois tout au long de la législature. Et donc, c'est un peu difficile d'imaginer qu'aujourd'hui, les mêmes regroupements politiques qui avaient déclaré appartenir à la majorité viennent se dédire pour dire que non, cette majorité n'existe plus. C'est inimaginable. Donc, la désignation de l'informateur énerve plutôt la Constitution. Évidemment, c'est une désignation contraire à la Constitution. Professeur Chilumbaï, votre réaction rapide. Non, premièrement, la question de savoir si moi je assumais qu'il existait une majorité parlementaire au début de cette législature ou non, je l'assume. Je dis qu'une majorité parlementaire a bel et bien existé en vertu des termes de l'article 78 de la Constitution de la République. Je l'assume une fois de plus. Que dit cet article concrètement? Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Point. Alinéa 2. Si une telle majorité n'existe pas, virgule, le président de la République confie une mission d'information à une personne en vue d'identifier une coalition. Je fais des observations quant à ce. Premièrement, ici, il n'est pas dit dans la Constitution que le président de la République nomme le Premier ministre au sein du parti politique majoritaire. C'est au sein de la majorité parlementaire. Ça signifie qu'elle peut se dégager d'elle-même. Elle n'a pas avant tout besoin d'un informateur ou d'une mission d'information pour exister. Les partis politiques, comme je le renseigne toujours, et je l'enseigne, c'est un fait sociologique. Lorsque on se retrouve au sein de l'Assemblée et que l'on peut estimer, parce qu'aucun parti n'a gagné les élections, et
par essence, dans notre constitution à nous, combiné avec les réalités de notre loi électorale, aucun parti ne gagnera seul les élections jusqu'à ce que des modifications substantielles soient apportées à la constitution et à la loi électorale. Pour le moment, la réalité, c'est que les partis politiques devront absolument faire ensemble. Lorsqu'ils font ensemble, j'ai dit c'est un fait sociologique. Ils peuvent se tenir par la main, ce n'est pas un fait juridique, parce que ça n'a pas besoin d'appréciation du juge, comme je semble l'entendre là. Ils peuvent se tenir par la main, se présenter devant le président de la République et lui dire « Nous sommes une majorité ». Et le président de la République a deux possibilités. Soit de croire qu'ils sont une majorité et de nommer le Premier ministre au sein de cette majorité-là. Et que l'autre possibilité, c'est de ne pas croire qu'ils sont une majorité parce qu'aucun parti n'a gagné les élections et de confier la mission d'information à quelqu'un qui devrait identifier cette majorité-là. C'est les deux possibilités. La première a été choisie. Elle ne viole en rien la Constitution de la République. Le président de la République a vu qu'il y avait un groupe de partis politiques qui se sont mis ensemble, qui sont venus vers l'UDPS et l'UNC, qui ont dit est-ce qu'on peut faire ensemble. Ils ont comptabilisé le nombre de leurs députés et ils se sont mis ensemble, ils lui ont dit nous sommes une majorité. Il a pris acte. Et la preuve qu'ils étaient une majorité à cette époque-là, c'est exactement le fait que le Premier ministre s'est présenté devant l'Assemblée nationale avec un programme qui a été investi. Voilà l'essentiel. Mais ici, oui, je vais avancer. Oui. Oui, la nomination, plutôt la désignation de l'informateur en pleine mandature. Est-ce que la Constitution, en sa disposition 78, donc l'article 78, est-ce qu'elle n'est pas énervée? D'abord, Fabien, je dois noter l'amalgame. Il ne faut pas que lorsqu'on vit ici, nous sommes devant un grand public, que l'on se doive tout le temps de réduire le droit constitutionnel à la Constitution de la République. C'est une source parmi tant d'autres qui régissent le droit constitutionnel. En dehors d'elle, il y a des coutumes constitutionnelles, il y a des principes généraux de droit, il y a des pratiques, donc des coutumes en tant que telles, qui sont des pratiques générales, constamment répétées et acceptées comme des droits. Et puis, il y a même des sources qui sont de l'ordre international, qui interfèrent dans l'application du droit constitutionnel à ce jour ici, dans un monde plus que jamais moniste. Et lorsque j'entends, par exemple, je dois commencer par cette dernière affirmation selon laquelle la déclaration d'appartenance à une majorité a été faite au début de la mandature, au début de la législature, et qu'elle a été entérinée par la Cour constitutionnelle, ce qui est faux. Ce n'est pas ça. Le rôle de la Cour constitutionnelle, le fait parlementaire est par essence soustrait de toute compétence du juge, parce que j'ai dit que cette question, elle est empiriquement sociologique. Il n'y a pas de pouvoir des juges pour constater une majorité parlementaire. D'autant plus même que l'ordonnance du chef de l'État qui découle de ce constat de la majorité pour nommer le Premier ministre, c'est un acte de gouvernement insusceptible de tout examen devant le juge, tant administratif que constitutionnel. Ici, l'essentiel à reconnaître, c'est quoi? C'est que parce que le droit constitutionnel n'est pas la Constitution, ou la Constitution n'est pas seule, le droit constitutionnel, elle n'est qu'une source, bien que prépondérante et la plus connue par ailleurs dans des sociétés comme les nôtres, nous pouvons aller, lorsqu'il y a carence, voir ce qui s'est fait dans des régimes similaires aux nôtres. La lecture de fait selon laquelle, écoutez, la majorité parlementaire se constate au début de la législature et qu'elle est définitive, elle est fausse, encore une fois pour toutes. Peut-être, les gens peuvent se souvenir, avec cette constitution française que nous avons suffisamment imitée, bien que nous avons des apportations qui sont les nôtres compte tenu de nos pratiques. Vers les années 78, on parlait, il y avait même un grand slogan en France où le caractère immuable, le caractère instable de la majorité parlementaire, parce que c'est un fait sociologique. Elle se constitue autour de programmes de gouvernement qui ne sont pas des aléas juridiques, parce que les gens s'entendent sur ce qu'ils veulent faire au sommet de l'État comme gestionnaire, en tant que politique. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Moi, je vais autoriser l'homosexualité. Moi, je vais, par exemple, interdire l'avortement. Ah, je suis d'accord avec toi, donc on peut faire ensemble, s'entendre. Il peut s'agir qu'en cours de mandat,
moi qui avais choisi d'autoriser l'homosexualité ou l'avortement, que j'adhère à une idéologie qui peut être spirituelle, c'est que personne ne m'interdit, qui m'interdit cette fois-là de soutenir une démarche consistant à accompagner la lutte en faveur de l'homosexualité. Je ne suis pas obligé de demeurer dans un gouvernement ou avec une majorité dont l'objectif serait, par exemple, de libéraliser l'homosexualité ou d'autoriser l'avortement. La majorité éclate. Nous ne sommes pas le premier pays au monde et ça ne s'apprend pas parce que nous sommes ici dans un régime d'emprunt non seulement français, italien, belge aussi. Il y a des grandes substantialités qui sont de ce régime-là. Et dans tous ces pays-là, on ne nous explique pas comment la majorité est muable, elle change, elle se métamorphose, elle grandit, elle se rétrécit. Mais vos partenaires du FCC déplorent, Jean-Claude Tulumbaï, la méthode qui serait utilisée pour changer cette majorité ou la faire basculer. Ils parlent de la transhumance, ils évoquent d'autres méthodes qui seraient des antivaleurs. Je n'ose pas les citer. Ça vient d'eux, ça ne vient pas de moi. Alors, sur ce point-là, vous avez suivi Félix Kabange sur un des médias. Vous avez suivi également même si beaucoup traversent chaque nuit, chaque matin, mais il y en a qui décrivent la méthode de ce basculement. C'est un médecin que moi je respecte beaucoup. Il a tout dit en ce qui concerne le droit constitutionnel. Il a tout dit des faux, Félix Kabange. D'abord, il faut dire qu'ici, je vous ai parlé de sources de droit constitutionnel. La coutume en est une. Et lorsqu'on parle de la coutume, nous avons des types de coutumes qui se constituent comme source de droit, de toutes les branches de droit par ailleurs. Il y a des coutumes dites des coutumes sages et des coutumes sauvages. Lorsqu'on dit des coutumes sauvages, ça ne signifie pas sauvage dans le sens d'animal, d'insensé, de bas ou de bassesse. Ça signifie plutôt juste la façon dont elles ont réussi à se cristalliser dans un laps de temps, dans un temps très court. Parce que la coutume a souvent besoin de suffisamment de temps pour s'ancrer dans les mœurs des gens. Mais ici, les coutumes sauvages, qui sont des coutumes qui se cristallisent dans un laps de temps avec une seule précipitation par rapport aux demandes, par exemple, du corps social, ne sont pas si illégaux que ça. Ici, nous avons vécu pendant des législatures qu'on vient de nous enseigner qu'une majorité elle est faite au début de la législature et pour toujours, c'est faux, parce que les deux mandats que nous avons connus ont connu les transformations des majorités. Ce n'est pas parce que Matata Ponyo est resté Premier ministre qu'on peut croire et qu'on peut se permettre de dire que c'était la majorité qui s'était manifestée au début de 2011. Non, cette majorité s'est élargie et s'est rétrécie. Et la vie, l'entrée par exemple de gens comme le professeur Michel Bongongo, qui au début de la législature avec les partis avaient opté pour l'opposition. Ça c'était très clair. Mais comment on a justifié par exemple que les gens comme Thomas Louaka, issus d'un parti qui au début de la législature avait opté pour l'opposition, et comme on prétend dire ici que cette opposition était en fait, ou cette option était consacrée par la Cour constitutionnelle, ce qui est faux. Mais qu'est-ce qui a expliqué par exemple que le ministre, mon ami, confrère, collègue et tout, Papi Nyango, député IDPS, se retrouve membre d'un gouvernement alors que l'UDPS comme parti politique, comme groupe parlementaire, avait opté pour l'opposition au début de la législature. Et tout cela, on peut venir maintenant à la place publique, tenter d'enseigner des choses qui ne tiennent absolument pas. Non, moi je crois qu'il faut qu'on aille à l'essentiel. La majorité, c'est comme un corps humain, et j'insiste que c'est un phénomène sociologique. Elle peut se métamorphoser, elle peut changer, elle peut s'agrandir, elle peut se rétrécir, elle peut se fondre. André Aïndo, vous allez aussi prendre un peu de temps pour réagir donc de manière enchevêtrée. Je pense que vous allez agir de façon équitable. Vous avez un peu plus de temps. Oui, vous allez récupérer. Il y a beaucoup de choses qui sont dites ici qui méritent un recadrement, un recadrage. La première des choses, c'est que lorsque le professeur affirme, il fait fi de la Constitution, il se base à la coutume constitutionnelle.
J'ai toujours apprécié les interventions du professeur parce qu'à chaque fois qu'il fait une sortie médiatique sur une question de droit, il a toujours eu des arguments de droit avec des dispositions légales et même constitutionnelles. Mais aujourd'hui, je suis surpris de constater que le professeur se base sur des phénomènes sociologiques, sur des imaginations dans des questions que la Constitution elle-même a déjà tranchées. Et par moment, il évoque donc la pratique praxis sous Kabila avec différents gouvernements comme celui de Matata et même celui de Tchibala, ainsi de suite. Donc voilà. Monsieur Fabien, nous avons combattu les régimes passés ensemble avec le professeur Tshilombaye. Nous avons décrié toutes ces pratiques. Maintenant que c'est le tour de l'IDPS de gérer le pouvoir, ces pratiques-là sont sanctifiées. Non. Lorsque ça ne va pas, il faut avoir le courage de les dire. Il fait application de la coutume, mais le professeur doit se rappeler d'une notion qu'il enseigne. Quand est-ce qu'on fait application d'une coutume? Dans la grande famille des sources de droit, nous avons ce qu'on appelle la pyramide juridique, telle qu'établie par Kelsen. Et dans cette pyramide, la toute première source, et même la source par excellence, c'est la Constitution. Ce n'est que dans des situations ou dans les contextes où la Constitution n'a pas tranché, on peut se référer à la loi, aux conventions internationales, à la loi, au règlement et au bas de l'échelle à la coutume. Comment on peut faire application de la coutume là où la Constitution a déjà tranché? Il vient détailler ici deux hypothèses. Il dit au début de la mandature, le président de la République a le choix, soit d'accepter qu'il y a une majorité et éventuellement nommer le Premier ministre, soit de contester cette majorité et désigner un informateur pour l'identification de celle-ci. Le prof a souligné que cette majorité a été acceptée par le président de la République. Et il a nommé un Premier ministre au sein de cette majorité. Mais la question que nous nous posons, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui la nomination d'un informateur? Envie de désigner une nouvelle majorité que le professeur accepte et qu'elle existe déjà. Vous voyez un peu que c'est contradictoire par rapport à ce que le professeur est en train d'avancer. Le professeur a aussi souligné que la Cour constitutionnelle n'a pas qualité ou n'a pas compétence de pouvoir entériner. Non, on n'a pas dit entériner. Lorsque la Cour constitutionnelle a été saisie par le bureau d'âge en vue de se déclarer sur la conformité du règlement intérieur à la Cour constitutionnelle. Dans l'arrêt ERCOS, peut-être que le prof n'a pas suffisamment d'informations, là il pourra vérifier même après l'émission. Dans cet arrêt-là, après avoir déclaré le règlement intérieur conforme à la Constitution, la Cour a annexé à cet arrêt-là toutes les déclarations d'appartenance. Et je voulais bien vous poser cette question, je l'ai prévue. Voilà. Peut-être dans la deuxième phase de ce débat, mais vous anticipez un peu sans pour autant répondre à la question principale. Vous persistez, vous signez que la désignation de Bati Lukwebo comme un informateur énerve la Constitution. Évidemment. Avant d'arriver justement à la question de savoir si le bureau d'âge est capable d'initier le contrôle parlementaire jusqu'à, par exemple, à la destitution du Premier ministre. La question vous attend. Mais parce que vous avez la parole, continuez. Voilà, je veux d'abord terminer l'hypothèse que j'étais en train d'avancer. D'accord. Comprenez? Et vous avez par exemple la déclaration du MLC. Au début, après les élections, où le MLC a déclaré appartenir à l'opposition. Vous avez encore une autre déclaration de AAB qui a adhéré aujourd'hui à l'Union sacrée, qui a déclaré appartenir à la majorité. Bon, par quelle magie
on doit encore désigner un informateur pour identifier une majorité qui existe. Voilà pourquoi nous soutenons qu'en vertu de cette disposition-là, et en analysant la Constitution dans sa lettre et dans son esprit, nous continuons à persister que c'est une désignation qui ne respecte pas la lettre et l'esprit de la Constitution. Il y a encore un autre élément que le professeur Tshilombaï a évoqué. Il dit que la majorité ne se constitue pas au début de la législature. Mais il doit lire les règlements intérieurs. Les règlements disent que la déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition c'est fait au début de la législature et c'est pour toute la mandature. S'il a une disposition contraire, il pouvait l'évoquer. Mais vous constatez que depuis sa prise de parole, le prof fait fi qu'il y a une constitution qui existe, il fait fi du règlement intérieur et des lois de la République pour uniquement se borner sur des considérations sociologiques et de simples imaginations qui n'ont rien à voir avec la Constitution. Et donc, je dois rappeler au professeur que nous nous sommes battus depuis un temps pour l'instauration de l'état de droit. Nous avons combattu les régimes passés pour ces mêmes pratiques. Ce n'est pas que parce qu'il y a changement de régime et que les incongruités que nous avons décriées depuis longtemps, nous puissions nous en servir parce que ça nous profite. Et dans cette hypothèse-là, en tout cas, l'état de droit, on peut le dire, que l'état de droit est en péril. Donc, j'interpelle encore une fois de plus au président de la République, ce n'est pas encore tard, il peut retirer son acte. Retirer justement la désignation de Bat Lukwebo comme informateur. Comme informateur. Et pour quel motif exactement? Les motifs pour lesquels cette désignation doit être retirée, c'est parce que c'est une désignation qui viole la lettre et l'esprit de la Constitution. Vous avez épuisé, du moins pour cette prise de parole. Voilà. Et voilà, vous avez compris que vous aviez encore un peu plus de minutes pour qu'on puisse équilibrer, professeur Tshilombaï. Votre réaction, est-ce que ce que Kabila a fait avec les différents gouvernements qui s'étaient succédés, ces erreurs peuvent-elles devenir des références pour le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se veut un état de droit et qui a tarabusté ces choses et même condamné pendant que Félix Tshisekedi était dans l'opposition? Non. Voilà ce que je n'ai pas dit qu'il m'a imputé gratuitement. Je n'ai pas déclaré ici que la majorité parlementaire ne se constitue pas au début de la législature. Je n'ai pas dit ça. Je pourrais suivre l'émission qui sera rediffusée. Je rappelais qu'elle n'est pas immuable. Elle se constitue bien évidemment au début de la législature, mais elle n'est pas immuable. Elle peut changer. Un parti membre de la majorité n'est pas contraint de demeurer, même lorsque ce qu'il estimait être la raison de conjonction a disparu. Voilà ce que j'ai dit. Deuxièmement, lorsque vous affirmez, un peu comme tout le monde, encore aussi comme Dr Kabangi Numbi, que le règlement intérieur dit que la majorité elle est constituée au début de la législature et pour toute la législature, c'est faux à deux titres. Premièrement, je toujours rappelé que le Conseil constitutionnel français, comme par ailleurs la Cour suprême de justice, siégeant toute section réunie comme Cour constitutionnelle à l'époque, avait rappelé que le règlement intérieur était intérieur à l'Assemblée et qu'il n'était pas opposable à d'autres institutions, pour autant qu'il ne s'agisse pas de matières dans lesquelles ils sont en rapport constitutionnellement conjugués. Et que ça, c'est clair. Ce règlement intérieur, qui n'est qu'intérieur à l'Assemblée nationale, lorsqu'il n'est pas opposable au chef de l'État,
dans l'exercice de ses compétences lui confiées par la Constitution de la République, il est considéré comme une disposition non écrite. Ça, c'est bien clair. Mais ici, la deuxième affirmation, c'est celle de vous dire que vous n'avez pas dit dans quel article le règlement intérieur de l'Assemblée dit que la majorité est constituée jusqu'à la fin du mandat ou pour toujours jusqu'à la fin du mandat. C'est faux, ce n'est pas ce que dit le règlement intérieur. Je peux te lire l'alinéa 3 de l'article 26 et qui est à tort et à travers évoqué par les ténors de l'opposition. Au début de chaque législature, virgule, les partis et regroupements politiques déposent au bureau provisoire de l'Assemblée nationale une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition politique dûment signée par chacun d'eux. Point. On n'a pas dit jusqu'à la fin de la législature. Ce n'est dit nulle part dans le règlement intérieur. Il y a des gens qui se vertuent à évoquer à tort à travers ce règlement qui, quand bien même il serait écrit de cette façon-là, ce n'était pas pour qu'il soit opposable au président de la République ou à d'autres institutions. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'il dit. Vous pouvez le relire à l'article 26, alinéa 3. Maintenant, ici, vous revenez sur le fait des questions que la Constitution a réglées. Non. Effectivement, si je t'ai renvoyé à d'autres sources du droit constitutionnel, c'est parce qu'il s'agit de questions sur lesquelles la Constitution est muette. Je t'ai dit, je ne suis pas dans la sociologie, je t'ai dit que la majorité parlementaire est un fait sociologique. C'est pour cela qu'elle n'est pas susceptible de connaissance devant le juge. Non seulement qu'elle est un fait sociologique, mais lorsqu'elle produit des conséquences de droit. L'ordonnance du président nommant le Premier ministre, cette ordonnance est un acte de gouvernement. J'ai dit encore, insusceptible de tout recours devant le juge. C'est ce que je t'ai dit. Mais ici, la question que tu as posée, est-ce pertinent à ce jour qu'il existe une majorité, selon toi, de nommer un informateur? Non, il n'existe pas de majorité. Je t'ai dit que la majorité a été constatée parce que les gens sont allés main en main devant le président de la République pour dire que nous sommes la majorité et il a nommé le Premier ministre au sein de cette majorité-là conformément à l'article 78 de la Constitution. L'informateur. Je vais. Quand est-ce qu'on doit le désigner? Je vais. Quand est-ce qu'on doit le désigner? On désignera un informateur chaque fois que la majorité parlementaire n'existera pas. À ce jour, existe-t-il une majorité parlementaire, oui ou non? Elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que la majorité parlementaire avait été consignée dans un accord de gouvernance signé entre l'UDPS et les partis membres du FCC. C'est dit clairement dans l'accord. Article 3. Donc l'informateur peut se mettre au travail pour identifier une nouvelle coalition pendant que le Premier ministre est encore en fonction. Pourquoi est-ce qu'on y arrive à ce jour? C'est parce que bien évidemment, cet accord qui cristallisait l'existence de la majorité parlementaire n'existe plus. Cet accord n'existe plus. Et si tu lis bien l'ordonnance nommant le Premier ministre, c'est peut-être la prudence ou l'imprudence que le FCC n'avait pas pu vérifier avant de s'engager. Cette ordonnance stipule clairement, vu l'accord, ça signifie que c'est en fonction de l'accord qui existe que je signe cette ordonnance. C'est le fondement juridique, fondement social, fondement politique de l'ordonnance nommant le Premier ministre. Et le principe en droit, tu le sais pertinemment bien, on dit que sant causa legis, que sat lex ipsa. Ça signifie quoi concrètement? Là où cesse la raison d'être de la loi, par là cesse la loi elle-même. Elle cesse d'exister. La raison d'être de l'ordonnance nommant le Premier ministre était la mise en commun des forces politiques du FCC et du CACH pour la constitution d'une majorité parlementaire ou d'une coalition de gouvernement. Et cela s'est fondé sur un accord. À ce jour, le président de la République, il n'est pas passé par des proverbes ou des adages. Il l'a dit de manière solennelle et de la manière la plus solennelle que lui a retiré son parti de cet accord qui était un accord bilatéral. Maître, il faut dire à notre population c'est quoi la conséquence ou quelles sont les conséquences de droit
pour un accord bilatéral, un accord signé entre deux personnes. Lorsque une personne se retire, qu'est-ce qui reste de cet accord? Mais pourquoi toi, tu n'as pas le courage de regarder la caméra et de dire que l'ordonnance nommant le Premier ministre était assise sur l'accord et que cet accord a disparu? La raison d'être de la loi a disparu. Et il y a dans d'autres domaines où on parle de la clause rebus sic stantibus. Donc, changement fondamental des circonstances. La raison d'être a disparu. Ici, c'est clair. C'était quoi la raison d'être? C'était protéger un accord, lequel accord était un accord de coalition, de gouvernement pour diriger ensemble. Et l'un des membres a dit, je t'ai donné un exemple simple. Vous soutenez l'homosexualité, moi je commence à prier Dieu, je ne soutiens plus l'homosexualité. Vous n'allez pas le contraindre à demeurer dans un programme du gouvernement qui n'est plus de ses convictions. Le président Tshisekedi s'est retiré de l'accord. Là, toi et moi, on est d'accord. Cet accord ne prévoyait pas de délai. Cet accord ne prévoyait pas de préavis. Il n'y avait pas de consignes selon lesquelles pour se retirer, il faut préaviser l'autre. Cet accord était muet. Lorsqu'on se retire, on a choisi de se retirer à ce jour. Dis-moi la majorité qui était constituée de KHFCC a volé en éclats. Ça signifie que le pays n'a plus de majorité parlementaire. Et c'est cela qui justifie que le président de la République nomme un informateur. C'est pour désigner une nouvelle majorité parlementaire. Monsieur Tshilombaye, maintenant, lui, c'est de l'accord bilatéral qui mettait en place la majorité. Exactement. Mais le Premier ministre est encore en fonction. Conformément à la Constitution, le Premier ministre demeure comme ça jusqu'à l'identification de la nouvelle coalition ou le Premier ministre part avant cette identification. Écoutez, le départ du Premier ministre, il faut l'inscrire sur deux fondements. Premièrement, il est issu de ce mariage incestueux parce que personne n'a gagné les élections à l'Assemblée pour qu'un seul parti politique forme la majorité. Il était le produit d'une coalition couronnée par l'accord FCC-CACH qui a implosé. L'accord n'existe plus. Elle n'a plus d'existence légale. Vous pouvez le vérifier même dans les petites notions du droit des obligations. L'accord a disparu. Et l'ordonnance qui était assise sur cet accord est dans le vide. Qu'est-ce qu'on dit en droit? Je l'ai dit ici, l'expression latine l'explique bien. Ça signifie qu'à ce jour, l'ordonnance est morte d'elle-même par caducité. L'ordonnance nommant le Premier ministre. Il n'existe plus, juridiquement, je l'assume. Elle est morte par caducité. Parce qu'elle était assise sur un fondement qui a disparu. Le Premier ministre qui est assis dans le vide aujourd'hui, c'est un Premier ministre qui expédie les affaires courantes en vertu du principe cristallisé par la Cour constitutionnelle en 2015, selon lequel le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective. Donc le Premier ministre qui reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau Premier ministre, ici la nouvelle majorité, il est là, il joue son rôle, mais pas comme Premier ministre ici d'une majorité parce qu'elle n'existe plus. Si telle est l'interprétation vraie de la Constitution... Je ne vois pas comment on me dirait le contraire. Professeur Tshilombaye, dites-nous que viendrait faire le contrôle parlementaire qui amènerait même ou qui déboucherait sur l'éviction du Premier ministre. Écoutez, ou bien justement son départ. S'il vous plaît. Une réponse précise parce qu'il doit prendre la parole. Je préfère qu'il prenne la parole et que moi, lorsque j'aurai mon temps de parole, que je réponde à cette question-là. André Aïndo. Je constate que monsieur le professeur évite de répondre à la question. Vous pouvez, déjà vous avez pris note rapidement. Tout simplement parce qu'il est dépourvu d'arguments pour répondre à cette question-là, qui est une question pertinente. Il y a plusieurs points qui sont évoqués par monsieur le professeur. Pour le moment, j'ai du mal à identifier la véritable position du professeur. Il a affirmé qu'il y a une majorité. Il vient encore se dire que cette majorité n'existait pas. Pendant que lui-même a affirmé, je crois que nos téléspectateurs sont témoins, il a affirmé qu'il y a une majorité qui existe et cette majorité a été proposée au président de la République, qu'il a entériné.
Dans son analyse, il vient encore se dédier pour dire qu'à cette période-ci, cette majorité n'existe pas. C'est ce qui donne droit ou pouvoir au président de la République de pouvoir désigner un informateur. C'est une contradiction. C'est une contradiction pure et simple qui ne peut pas se justifier. Il y a encore un autre élément que j'ai attendu. Peut-être c'est une nouvelle théorie de droit que j'apprends sur ce plateau, où le prof dit que la majorité parlementaire se constitue sur base des accords. Non, monsieur le professeur. Vous venez de lire l'article 26 du règlement intérieur, où on dit qu'au début de la législature, les différents regroupements politiques font les déclarations d'appartenance à l'opposition ou à la majorité. Et donc, après les élections, tous les regroupements politiques qui ont compétit ont l'obligation de faire le choix, soit de rester à l'opposition, soit de rester ou d'appartenir à la majorité. C'est ce qui a été fait même par sa plateforme CASH, qui a déclaré, ou l'IDPS, qui a déclaré appartenir à la majorité parlementaire. Encore un autre élément où le prof dit que le Premier ministre a été nommé sur base d'un accord. Je pense que le professeur, en dehors de son statut de politique, c'est un professeur, c'est quelqu'un qui enseigne le droit. Et les étudiants qui l'enseignent nous suivent sur ce plateau, où le prof affirme haut et fort que le Premier ministre est désigné sur base d'un accord. Non, le Premier ministre est désigné sur base de dispositions constitutionnelles. Et la Constitution elle-même a prévu la procédure à suivre pour la désignation de ce Premier ministre. Où est-ce que le professeur tire la théorie selon laquelle le Premier ministre doit être issu de la majorité parlementaire? C'est dans la Constitution. C'est la Constitution qui oblige ou qui exige au président de la République de pouvoir nommer un Premier ministre au sein de cette majorité. Et donc, le professeur doit rectifier cette déclaration-là parce que, en tout cas, ça ne cadre pas avec sa posture, surtout en tant qu'enseignant de droit. Le Premier ministre, nous le soutenons, qu'il est désigné sur base des dispositions pertinentes de la Constitution. Alors, vous veniez de poser une question selon laquelle le Premier ministre, pourquoi désigner un informateur pendant qu'il y a un gouvernement qui y existe? Le professeur, pour répondre à cette question, il dit non, le gouvernement actuel est devenu caduc sous prétexte que l'accord pour lequel... L'ordonnance est devenue caduque. Monsieur le professeur, s'il vous plaît. C'est une précision détail. L'ordonnance nommant le Premier ministre est devenue caduque selon ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est ce que nous sommes en train de dire, que c'est faux et archi faux, ça ne peut pas se justifier en droit. Que le prof me donne une seule disposition qui sous-tend ce qu'il est en train d'évoquer. La Constitution a prévu les causes pour lesquelles le Premier ministre doit partir. Ces causes sont constitutionnelles. Vous comprenez? Le Premier ministre peut partir lorsqu'il démissionne. Mais la démission est un acte volontaire. Vous ne pouvez pas vous réveiller un bon matin et contraindre le Premier ministre à démissionner. C'est contraire à la Constitution. Et donc, si le Premier ministre constate qu'il n'est plus à mesure d'assumer ses fonctions, volontairement, en âme et conscience, il démissionne. Et là, ses fonctions prennent fin. Tout comme en dehors de la démission, le Premier ministre peut mourir aujourd'hui. S'il meurt, ses fonctions également prennent fin. Tout comme en dehors de l'hypothèse de la démission ou de la mort, le Premier ministre peut partir par une motion de censure. C'est ce qui justifie l'insertion dans les points inscrits à l'ordre du jour pour cette session extraordinaire. Le contrôle parlementaire. C'est dans le but de pouvoir pallier à l'insuffisance lorsque le Premier ministre refuserait de démissionner. On s'assert du Parlement pour le faire partir. Est-ce que le bureau d'âge, qui fait office du bureau provisoire, justement, a vraiment dans ses attributions le contrôle parlementaire pendant cette période, ou c'est un arbitre qui va seulement assister au déroulement de la procédure normale lorsqu'il faudrait faire partir le Premier ministre et son gouvernement?
c'est aussi quelque chose que nous décrions. Mais avant de répondre à votre question, je m'aimerais rappeler au professeur, parce qu'apparemment, l'élément clé de sa réflexion, c'est l'accord FCC-CACH. Monsieur le professeur, vous m'aviez appris que nous devons gérer le pays conformément aux règles établies. Nous devons éviter de gérer le pays sur base des conciliabules. Il a évoqué dans son argumentaire une hypothèse selon laquelle comment Thomas Louaka et consorts sont entrés au gouvernement. Non, il faut distinguer l'entrée au gouvernement et l'appartenance à la majorité. Non, l'appartenance à la majorité s'est faite sur base d'une déclaration. Alors que l'entrée au gouvernement, c'est en un moment, c'est une décision qui peut relever du président de la République, qui, lorsqu'il constate qu'il est impérieux d'associer certaines personnalités pour la gestion du pays, là, nous pouvons comprendre. La Constitution ne dit pas que le gouvernement doit être issu de la majorité parlementaire. La Constitution dit que le Premier ministre est désigné au sein de la majorité parlementaire. Ça veut dire que seule la Constitution a émis l'obligation de pouvoir provenir de la majorité parlementaire, c'est le Premier ministre. Mais quant au ministre, le président de la République peut faire recours à qui il veut, même sans être député. Et donc, le fait que Thomas Louaka et consorts sont entrés au gouvernement, ça n'énerve en rien la Constitution, encore moins les règlements intérieurs qui conditionnent que l'appartenance à la majorité ou à l'opposition doit se faire par déclaration. C'est ce qui a été fait. Et depuis que toutes ces déclarations ont été faites, il n'y en a pas encore d'autres déclarations pour lesquelles on peut s'en servir pour anéantir le premier. Et donc, lorsque le professeur dit que cette majorité n'existe plus, sous prétexte que l'accord n'existerait plus, mais les différentes déclarations qui ont été faites existent et produisent. Mais dans la praxis, vous voyez chaque jour, chaque nuit, des gens traversés. Il faudra attendre un appel nominal pour être convaincu de ça après la réunion de la Cité de l'Union africaine entre le président Tshisekedi et les députés nationaux. Je pense bien que c'est une question éminemment politique, mais en tant que juriste, je peux vous dire ceci, que le fait de dire que j'appartiens à l'Union sacrée ne suffit pas pour former une majorité ou pour anéantir une majorité qui existe. Nous devons laisser le temps au temps. La majorité pour nous, pour moi, conformément à la Constitution, je constate que la majorité existait déjà et que cette majorité doit continuer à travailler avec le président de la République pour donner au peuple ce qu'il entend de cette mandature. Et donc, toutes les navettes, cette transhumance que nous sommes en train de constater aujourd'hui. D'ailleurs, il y a certains députés qui risquent même de perdre leur mandat. Parce qu'il y a des députés qui ont quitté volontairement leur parti pour aller s'affilier à d'autres unions, ce qui y est interdit par le règlement intérieur. Le prof a encore insinué quelque chose que le règlement intérieur n'est pas opposable à tous. Je peux comprendre dans certaines mesures, mais le prof doit comprendre que le règlement intérieur est opposable aux députés, est opposable à tous les groupes parlementaires. Le règlement intérieur est opposable à tous les regroupements politiques qui y ont des députés dans cette assemblée. Vous avez fini? Voilà. D'accord. Jean-Claude Tshilombaï, on amorce maintenant l'atterrissage. C'est à vous de reprendre la parole. N'oubliez pas ma question. Vous avez préféré y répondre après son intervention. Je vais y répondre. C'est un peu décevant lorsque vous allez suivre l'émission, vous allez resuivre mes propos. Je n'ai jamais dit dans cette émission qu'il existe une majorité parlementaire. J'ai dit qu'une majorité parlementaire a existé au début de cette législature. Je m'assume, je l'ai réaffirmé. Elle a existé au début de cette législature. Maintenant, en français, lorsqu'on est dans le présent, on est dans l'imparfait, on est dans le conditionnel, il faut savoir les utiliser. C'est comme je dis, il faut donner au mot leur effet utile. Je n'ai pas nié le fait qu'au début de cette législature,
une majorité a existé. C'était même mon mot d'introduction. Je démontrais comment cette majorité s'est effritée et qu'elle a disparu. Je n'ai pas dit qu'une majorité existe. Il faut revoir les images. Le Premier ministre est-il désigné sur base d'un accord? Mais écoutez, ce n'est pas moi qui dis ça. Moi, je n'ai pas dit que le Premier ministre est désigné sur base d'un accord. J'ai dit que l'ordonnance nommant le Premier ministre se fonde sur l'accord. On peut la lire avec toi ici. Vu l'accord politique entre les forces politiques, membres du CAP pour le changement, CACH, et celle du Front commun pour le Congo, FCC, en vue de la formation d'un gouvernement de coalition représentative de ces deux regroupements politiques. Considérant la personnalité proposée en date du 17 mai 2019 au poste de Premier ministre par le Front commun pour le Congo. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'ordonnance nommant le Premier ministre qui a dit que ma justification d'être, c'est l'accord. Pour te dire en quelque sorte que si cet accord disparaît, je disparais. C'est ça le droit. Il y a même un adage très consacré, je te l'ai repris ici au début de l'émission, lorsqu'on te dit causa legis, quest lex ipsa. Ça signifie que lorsque la raison d'être de la loi disparaît, la loi disparaît. Aujourd'hui, la raison d'être de la loi, de l'ordonnance du président de la République, c'est cela. C'est dit dans l'ordonnance, voici la raison d'être, la raison de mon existence comme ordonnance, c'est l'accord. Et l'accord a disparu. Tu voudrais que je te dise ça dans quelle langue pour que tu comprennes? Lorsque tu dis le Premier ministre peut démissionner, mais il faut relire la Constitution. Le président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre. Pas sur démission du Premier ministre, sur présentation de la démission du gouvernement. Ce n'est pas sur démission du Premier ministre. Il n'est pas dit qu'il faut que le Premier ministre démissionne ici. Il est dit que le président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre. Point. Sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement, pas de sa démission. Lui, il est démis par le président de la République. Tu peux lire à haute voix que ceux qui nous suivent. Le président de la République met fin aux fonctions du Premier ministre. Sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Pourquoi de la démission du gouvernement? C'est parce que le gouvernement a une existence du fait de l'investiture par l'Assemblée, alors que le Premier ministre, lui, existe du fait de la simple nomination par le président de la République. C'est ce qui explique même sa double responsabilité politique, tant devant le président de la République que devant l'Assemblée nationale. C'est une modalité de fin de ses fonctions. Ici, vous avez insisté, moi je suis déjà revenu sur ça autant de fois. L'élément clé de la réflexion est l'accord FCC-CACH. Ce n'est pas l'élément clé de ma réflexion, c'est l'élément clé de l'architecture institutionnelle du début de cette mandature. Parce que je t'ai dit au début que la majorité parlementaire, c'est un fait sociologique. Peut-être que tu auras le temps de rebobiner ça pour comprendre ce que ça signifie. C'est un fait sociologique. C'est pourquoi il n'a pas été prévu la possibilité que ça se constate par un juge. C'est un fait sociologique, elle peut s'effriter, la majorité parlementaire peut tomber, elle peut se réduire, elle peut s'agrandir, elle peut s'élargir. Nous l'avons vu en 2015, la majorité parlementaire s'est élargie. Et ce n'est pas seulement au Congo où la majorité s'élargit, ce n'est pas au Congo où la majorité s'interrompt en cours de mandat. En Israël, c'est en train de se faire. Pourquoi vous ne dites pas aux gens que c'est pour toute la mandature? En Espagne, ça s'est fait, en France aussi. En Italie, c'est la même chose. En Belgique, on voit autant de gouvernements, autant de changements de majorité parlementaire pendant une même législature. Donc, la majorité parlementaire, c'est là que je te dis, c'est un fait sociologique. Parce que ceux qui viennent, ceux qui la constituent, je t'ai lu cet article, l'article ne dit pas un parti politique. L'article ne fait pas allusion au parti politique ici. L'article dit la majorité parlementaire, point. Il ne dit pas dans la majorité d'un parti politique. Ça signifie quoi? Ce que je voulais t'expliquer par là, c'est de dire que les regroupements politiques qui disent nous sommes de la majorité parlementaire, ils le disent lorsque tu lis l'esprit de l'article 26 du règlement intérieur de l'Assemblée, l'objectif n'est pas celui-là, de sortir et d'extérioriser les effets de cette majorité en dehors du Parlement. L'objectif, c'est le partage du bureau de l'Assemblée, parce qu'il est prévu que le bureau de l'Assemblée
soit équilibré entre l'opposition et la majorité. Mais moi qui me déclare aujourd'hui, j'ai dit j'appartiens à la majorité parlementaire, ce n'est pas cette déclaration qui fait la majorité. La majorité, c'est l'accord. Parce que les partis, les députés se mettent ensemble, ils disent nous sommes une majorité. Tu ne peux pas venir t'imposer à nous. Toi, tu vas dans l'Assemblée, tu viens vers nous pour dire moi je suis une majorité. Il faut qu'on t'accepte si nous sommes une majorité. Si je ne vais pas faire avec toi, comment tu vas t'imposer à moi pour dire je suis une majorité? Voilà un peu les choses qui sont pas. Voilà. Maintenant, la question de savoir pourquoi est-ce alors qu'il y a un Premier ministre? C'est ça la question, n'est-ce pas? Justement, il y a un Premier ministre. La motion. Voilà. Non, j'ai demandé, est-ce que pendant ce temps, l'informateur déjà désigné, le Premier ministre n'a pas démissionné, alors que vous dites qu'il est en train d'expédier les affaires courantes, il est prévu un contrôle parlementaire. Est-ce que le bureau Mbosso est légal pour justement amener jusqu'à faire partir Ilunga Ilunkamba avec son équipe? D'abord, je vous dis ceci, le contrôle parlementaire et les décisions du chef de l'État ne s'excluent pas, par contre, ils s'arc-boutent. Dans ce sens que, je vais commencer par expliquer, les fondements du régime semi-présidentiel qui est le nôtre, ce régime fait du Premier ministre doublement responsable devant l'Assemblée nationale et devant le président de la République. Pourquoi doublement responsable? Parce que c'est un simple exécutant, contrairement à ceux qui ont tordu nos oreilles ici pour dire qu'il avait des pouvoirs. C'est un simple exécutant de loi. Lui, c'est ça son rôle dans la Constitution, en vertu de l'article 92 de la Constitution. Et c'est un simple exécutant du programme de gouvernement que le gouvernement, pas lui, que le gouvernement définit avec le président de la République. On soutient que dans cette Constitution donne plus de pouvoir au Premier ministre qu'au président de la République. Mais tu pouvais me laisser finir. Et Kabila, Joseph, avait l'avantage d'avoir la majorité au Parlement. Le président de la République a des pouvoirs dans la Constitution. Le Premier ministre a des attributions dans la Constitution. Il n'a pas de pouvoir. Lorsque vous lisez, c'est l'article 90, alinéa 2, et l'article 92, où l'on trouve ce que vous qualifiez de pouvoir du Premier ministre. À l'article 92, on vous dit que c'est un simple exécutant de loi. C'est ça son rôle. Il dispose du pouvoir réglementaire qui n'est pas un pouvoir propre parce qu'il le partage avec le président de la République. Et à l'article 90, on vous dit chef du gouvernement. Donc le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement, mais pas le Conseil des ministres. Lui dirige le gouvernement, pas le Conseil des ministres. Et pourtant, moi je ne sais pas dans quel autre cadre le gouvernement se retrouve en dehors du Conseil des ministres. Et ça s'arrête là. Est-ce qu'ils peuvent nous dire dans quel autre article se trouvent les pouvoirs du Premier ministre? Il a des attributions, il n'a pas de pouvoir, mais le président de la République a des pouvoirs. Parce que le Premier ministre n'est pas une institution, l'institution c'est le gouvernement. Et le président de la République c'est une institution. Donc quelqu'un qui viendrait ici dire ça à la place publique, moi j'ai honte à sa place, je ne vais plus revenir sur ce débat-là. C'était pour te dire concrètement que ici le Parlement peut initier une démarche de contrôle parlementaire. Ce qui est son droit, ce n'est pas le bureau qui contrôle les ministres ou qui effectue le contrôle parlementaire. D'autant plus que l'État n'est jamais en vacances. On ne peut pas supposer que pendant une période donnée, une institution de la République est en veilleuse. L'État, il est là, la corruption, elle est là, les détournements continuent pendant ce temps parce qu'il y a des ministres qui gèrent. Et le Parlement de la République les contrôle, c'est son pouvoir naturel. Il n'a pas besoin d'acquérir ce pouvoir-là d'un arrêt de la Cour constitutionnelle. Voilà le principe. Alors, et en même temps, le président de la République, il exerce ses fonctions du chef de l'État, lui dévolue d'ailleurs de manière très exorbitante par les articles 69 et tant d'autres articles de la Constitution. Il les exerce en ce moment précis. On ne peut pas croire que parce qu'il y a cette léthargie institutionnelle due au fait de l'effondrement de la coalition et de l'accord FCC-CACH, l'État est en vacances. Merci Jean-Claude Tchombaï. Petite question. C'est un attribut institutionnel et inhérent à l'existence de l'institution parlementaire. Sous un bureau d'âge. Oui, j'ai dit c'est un attribut inhérent à l'existence d'un parlement. Monsieur Tchilumbaï, petite question importante. Parmi ceux qui traversent pour rejoindre ceux qui sont déjà dans l'Union sacrée, initiée par le président de la République, avec cette affaire de rapport mapping,
Et si la justice internationale parvenait à commencer à inquiéter ceux qui pensent que l'Union sacrée est une blanchisserie, une sorte de purgatoire, oui, muraille de protection à Jérusalem, est-ce que ça sera, il n'y aura pas une menace pour cette Union sacrée? Non, écoutez. J'ai besoin de votre réponse brève. Le premier à être arrêté dans cette affaire du rapport mapping par la justice française, il est bel et bien quelqu'un qui s'est prononcé en faveur de l'Union sacrée. Nous ne pouvons pas justifier ou faire de l'Union sacrée un sanctuaire de fossoyeurs de la République. Et ceux qui viennent et ceux qui restent, ils restent bien à la merci de la justice. Mais en contrepartie, vous leur garantissez quoi? Parce qu'ils traversent nous ne pour être protégés quand même. Nous ne garantissons rien parce que nous n'avons pas invité les gens à s'imposer une règle. Les gens ont considéré que le chef de l'État a fait un appel de conscience. Chacun s'est balancé pour dire et ça me va ou merci pas Jean-Claude. de l'approcher. André, très rapidement. Vous avez donc pour terminer pratiquement 3 minutes. Oui. J'ai décelé certaines contradictions dans le propos du professeur. Il a affirmé d'abord que le gouvernement Ilukamba est tombé caduque. Il expédie l'ordonnance. Mais lorsqu'elle voilà, allez-y, l'ordonnance. Monsieur le professeur, le gouvernement est issu, le gouvernement existe sur base de cette ordonnance. Ouais. Comprenez? Donc, lorsque cette ordonnance tombe, ça suit aussi le gouvernement voilà. Ça veut dire que même le gouvernement aussi tombe. C'est comme ça que vous aviez affirmé que c'est un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Mais la question que moi je pose, peut-on initier une motion de censure contre un gouvernement réputé démissionnaire? C'est une question que le professeur pourra répondre même dans le couloir. Parce que j'ai vu... Je vais te répondre maintenant. S'il vous plaît, voilà. C'est la conclusion, oui. Tout ça, c'est pour dire au professeur que le gouvernement existe. Que le gouvernement n'est pas encore démissionnaire. Parce que s'il aurait été démissionnaire, en tout cas juridiquement, on ne peut pas initier une motion de censure contre les 10 gouvernements. Mais s'il y a des signatures qui sont en train de se récolter pour une pétition en vue de l'adoption d'une motion de censure, même aux États-Unis, ça veut dire à 12 jours ou moins de 12 jours du départ des Trump ou de la remise aux reprises, eh bien, ils ont réfléchi à la Maison Blanche et au Capitole pour... ils ont réfléchi, mais vous sentez que l'option n'a pas été levée pour comment on appelle, destituer Trump. Est-ce qu'un gouvernement dont le Premier ministre, n'est-ce pas, vous dites, dont l'ordonnance nommant le Premier ministre est caduque selon le professeur Chilumbaï, est-ce qu'il faut encore chercher à le faire partir par une motion? Monsieur Lumbala, les contextes sont différents. Comprenez? Les contextes des États-Unis et les contextes que nous vivons actuellement, en tout cas, sont deux contextes différents. Parce qu'aux États-Unis, nous sommes en face d'un gouvernement, d'un régime qui a perdu les élections, mais qui refuse de reconnaître sa défaite. C'est comme ça que vous avez vu, malgré toutes les supputations, le gouvernement là est resté et d'ailleurs est en train de se préparer pour sortir. Mais ici, chez nous, si les signatures sont en train de se récolter, c'est pour dire qu'ils reconnaissent l'existence d'un gouvernement qui existe légalement et qui doit partir par voie de droit. Comprenez? Il y a encore un autre élément que le professeur a avancé. Il dit que c'est le Premier ministre, c'est le gouvernement qui démissionne et non le Premier ministre. Non, c'est mal interprété l'article 78. Je préfère lire de façon laconique et en donner une interprétation claire. Rapidement. L'article 78 dit ceci. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que le gouvernement est géré par le Premier ministre. Et nous sommes sans ignorer qu'une fois que le Premier ministre démissionne, c'est l'ensemble du gouvernement qui tombe. C'est pour dire que la chute du Premier ministre équivaut à la chute du gouvernement. C'est comme ça que, ici,
lorsqu'on exige la démission du gouvernement, en réalité, on exige la démission du Premier ministre. Parce qu'on sait très bien que lorsque le Premier ministre démissionne, c'est l'ensemble du gouvernement qui chute. Et donc, ici, on reconnaît la démission du Premier ministre. Et quand est-ce que le président peut mettre fin? Parce que la Constitution dit le président de la République met fin. Il est certes vrai qu'on reconnaît au président de mettre fin, mais sous condition. Et c'est une condition sine qua non sans laquelle le président ne peut agir. Le président ne peut intervenir dans cette affaire qui est lorsque le Premier ministre a préalablement démissionné. Merci, Monsieur Ayindo. Je rappelle que vous êtes juriste et voilà, on a compris que vous êtes un peu plus proche du FCC. Non, je suis un analyste indépendant. La matière étant donc technique, Jean-Claude Chilumbaï, lui, n'est plus à présenter, même si la matière abordée, c'est une matière purement technique et vous avez compris qu'on n'a pas eu tort d'inviter le professeur Chilumbaï et André Ayindo autour de cette table. C'était un peu plus spécial en début de cette année. On observe l'actualité et puis qui va nous inspirer une autre thématique pour vendredi prochain. Je crois que les choses auront beaucoup évolué ici et ailleurs. Très bon programme sur votre chaîne. Bonne année. Bonne année.